Allez, c'est bon. On va pouvoir commencer. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être présent ce matin. Je sais que c'est peut-être un effort pour vous ce matin parce qu'effectivement, c'est le début, enfin, c'est l'ouverture des commerces ce matin après un mois de confinement. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'être présent aujourd'hui. On devrait être ensemble pour à peu près 1h15 de réunion. Je vais essayer de tenir les délais pour pouvoir vous libérer à l'heure. Donc la réunion que je vous propose, c'est une réunion qui est proposée par le service relations prestataires, un service maintenant que vous connaissez bien, qui est animé par 2 personnes, donc moi-même qui m'occupe du volet hébergement et puis Marie Rocard qui s'occupe de tout le volet producteurs, restaurateurs, artisans, sites de visite et de loisirs. Je vous précise quand même que l'Office de tourisme, c'est également 10 personnes, pardon, ça ne se limite pas au service relations prestataires. On est 10 personnes à travailler à l'Office de tourisme, toutes avec des missions et des compétences différentes. Donc voilà, là je vous ai mis le nom et le prénom de mes collègues, les bureaux de tourisme dans lesquels elles officient et puis leur mission, puisqu'en fait vous pouvez être amené à les rencontrer et puis vous pouvez être amené à avoir besoin d'elles sur certains dossiers. Hop là. Donc la réunion que je vous propose aujourd'hui, pourquoi je vous la propose? Parce qu'on est dans la période en fait des renouvellements de partenariats. C'est le moment en fait où vous nous envoyez vos photos, votre descriptif et en fait le domaine touristique est devenu un domaine hyper concurrentiel et quand c'est concurrentiel, forcément, voilà, faut pas se tromper sur sa communication, faut faire une communication qui soit percutante, qui attire l'œil, de façon à ce que derrière vous puissiez transformer l'essai, que vous puissiez vendre. Donc voilà, ça me semblait important de vous faire une petite piqûre de rappel sur ces techniques de communication et comment travailler votre descriptif et comment travailler vos photos. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc ce que je voudrais en début de réunion, c'est d'abord faire un petit point de contexte sur ce contexte un petit peu concurrentiel qu'on a depuis quelques années. Hop là, voilà. Donc je vous ai mis une concurrence accrue. On a effectivement depuis quelques années une offre touristique qui s'est démultipliée. Si on prend l'exemple des hébergements, il y a quelques années, on avait quelques campings sur les communes littorales. Et puis on a vu apparaître dans les années 90-2000 d'autres hébergements, alors des campings sur les communes littorales et sur les communes rétro-littorales, mais également d'autres modes d'hébergement, les chambres d'hôtes, les villages de vacances, les résidences de tourisme. Et là, je pense notamment à la résidence Pierre et Vacances, qui s'est construite à Bourgenais à partir de 85. C'est une résidence qui s'est construite par phase et au final, aujourd'hui, on a une résidence qui propose 900 unités d'hébergement avec une majorité d'appartements 4-5 personnes. Donc autant dire que sur ce créneau-là, c'est complètement full. Donc aujourd'hui, on a pléthore d'hébergements sur le territoire. En parallèle de ça, c'est ce que je vous ai noté sur la slide, on a eu également le boom des OTA. Les OTA, c'est les Online Travel Agencies, c'est ce qu'on appelle plus communément les plateformes de commercialisation. Vous les connaissez, c'est TripAdvisor, Airbnb, Abritel, Booking. Ces plateformes de commercialisation, elles sont arrivées dans les années 2000 et puis elles ont pris l'ascendant sur le marché dans les années 2010. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour les hébergements en tout cas, les plateformes de commercialisation, ça rafle un petit peu tout le marché. En tout cas, moi je trouve que les OTA, elles ont un petit peu modifié le contexte de l'hébergement touristique, c'est-à-dire que des gens qui jusqu'ici avaient une maison de vacances, avaient une dépendance au fond du jardin et qui réservaient ça à la famille, aux amis, se sont dit il y a peut-être un petit peu d'argent à se faire avec les plateformes de commercialisation. Donc ils se sont lancés dans l'aventure de l'activité touristique et donc ça c'est encore venu gonfler l'offre en hébergement touristique. Toujours dans l'idée qu'on a une concurrence accrue, on a également une autre tendance. Là, je viens de vous parler des hébergements marchands, les hébergements pour lesquels on paye pour passer un séjour. Mais il y a également une autre tendance, c'est le développement des hébergements non marchands.
Alors, je suis désolée, il va y avoir quelques anglicismes. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. Les nouvelles tendances, ce sont le couchsurfing, le woofing et puis l'échange de maisons. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que c'est des choses que vous connaissez ou pas du tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non? Xavier, est-ce que tu connais? Moi, je connais plus le surfing que le coach surfing. C'est gentil, Xavier. Moi, c'est plus avec une planche. Donc en fait, le couchsurfing, alors c'est des choses, pourquoi c'est des mots en anglais? Parce que ça vient des pays anglo-saxons. Le couchsurfing, c'est le fait d'accueillir quelqu'un, enfin chez soi, quelqu'un qu'on va accueillir gratuitement. Bien souvent, l'hébergement qu'on propose, c'est un hébergement sommaire. C'est comme sur la photo que je vous ai mis en illustration, c'est un couchage sur le canapé. Les gens qui font ça sont motivés par l'échange d'expériences, la rencontre avec des personnes qui viennent d'autres horizons, mais en tout cas, c'est de l'hébergement non marchand. Le woofing, c'est dans la même veine. On accueille là encore chez soi quelqu'un gratuitement. Alors là, il y a une petite contrepartie, c'est-à-dire que les gens qui viennent chez vous vont par exemple garder vos chiens, tailler les arbres, tondre la pelouse. Mais l'hébergement, lui, il est gratuit. Et puis enfin, on a l'échange de maisons. Donc là, il s'agit de se mettre en relation avec une autre famille à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de la planète. Vous convenez d'une période. Si vous êtes en relation avec une famille à New York, eh bien, les New-Yorkais vont venir chez vous dans votre maison à Longeville, et puis vous allez partir à la même période dans l'appartement à New York. En tout cas, l'hébergement est gratuit. Alors, ça peut vous paraître peut-être gadget, mais il faut savoir que l'échange de maison en 2018, ça représente entre 150 et 200 000 propositions d'échange de maison, donc c'est pas si gadget que ça. Et donc voilà, on a, en plus de ce que je vous ai expliqué auparavant, ces nouvelles tendances qui se développent et qui viennent un petit peu changer la donne pour les hébergements touristiques. Donc là, je vous ai fait un petit point sur les hébergements touristiques, mais on peut faire la même analyse pour tout ce qui est site de visite et de loisirs. Il y a quelques années, on avait l'habitude de dire que les gens qui venaient sur la côte, ils venaient pour la plage, point barre. Aujourd'hui, on sait que c'est plus vrai. Et d'ailleurs, ça s'est très bien traduit sur notre territoire. On a vu fleurir, là encore, tout un tas d'activités sur le territoire. Je pense à l'aquarium de Vendée qui n'existait pas il y a quelques années, le labyrinthe en délire à Talmont, les parcs au Fun Park et au Gliss Park. Donc voilà, il y a une offre aujourd'hui qui est beaucoup plus large. Alors si on se positionne du point de vue du client, pour lui c'est une aubaine, parce que lui, il a à sa disposition tout un panel, tout un éventail d'activités. Mais si on se positionne de votre point de vue à vous, professionnel du tourisme, bah, ça devient plus compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut partager le gâteau avec tous les collègues. Donc voilà, par rapport à cette petite analyse sur la concurrence qui est un petit peu plus accrue, et puis je trouve que cette concurrence, ça nous emmène sur un autre point, c'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui la clientèle, elle a changé. Tout simplement parce que vu qu'elle a l'embarras du choix, on a dit qu'elle avait tout un tas d'offres à sa disposition, elle a l'embarras du choix et donc elle peut se permettre de faire un peu plus la fine bouche. Donc aujourd'hui, je trouve que la clientèle, elle est plus exigeante. Elle veut un produit de qualité. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Il n'y a pas moyen de lui proposer un produit moyen. La petite location avec le confort sommaire d'il y a quelques années, ça c'est plus possible. La clientèle, elle veut un produit de qualité, mais elle veut aussi un produit au meilleur prix. Donc c'est une clientèle aujourd'hui qui compare. Et en ça, elle est aidée par les comparateurs que sont Trivago et puis Kayak. Et puis enfin, la clientèle, je la trouve, moi, plus volatile. Qu'est-ce que je veux dire par plus volatile? Je trouve qu'elle est plus mobile. On est tous pareils, hein, les clients, vous, moi, on n'hésite plus à partir pour un week-end dans une capitale européenne. Un week-end à New York, si on a 3-4 jours devant nous, c'est tout à fait faisable. Et puis, je trouve aussi que c'est une clientèle qui est moins fidèle. On avait l'habitude de dire il y a quelques années, si on offrait un produit de qualité, on était à peu près assuré de retrouver les clients l'année suivante. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il n'y a rien de moins sûr.
Au mieux, si vous offrez une prestation de qualité, bah, vous allez avoir un avis positif sur les sites d'avis, ce qui est très bien, mais c'est pas sûr que vos clients reviennent l'année suivante. Et je pense que c'est intimement lié à l'usage des réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, on est tous connectés aux réseaux sociaux, on est tous suivis par une communauté, et bah, c'est difficile d'aller tout le temps communiquer sur les mêmes choses, d'aller toujours au même endroit, d'aller faire tout le temps les mêmes choses. Il y a nécessité à apporter de la nouveauté. Je pense que ça explique un petit peu ce phénomène de voilà, que les clients sont moins fidèles. Voilà pour le petit point de contexte. Est-ce que vous voulez intervenir par rapport à ça? Est-ce que vous avez le même ressenti ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Je veux bien qu'on prenne quelques minutes pour échanger. Je regarde sur le chat s'il y a eu des réponses. Je vois rien sur le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut allumer son micro pour intervenir? Non, personne. Alors à ce moment-là, je continue. Allez, on continue à avancer. Hop là. On va commencer cette réunion d'abord par une première notion de storytelling. Alors, ça doit être le dernier anglicisme que je fais. Après, je vous embête plus avec ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que le storytelling? Est-ce que ça vous parle, le storytelling? Bah, si tu traduis, c'est raconter une histoire. C'est ça Xavier, merci. Donc effectivement, c'est raconter une histoire. Alors, je vous ai malgré tout préparé une petite définition qu'on va lire ensemble. Hop là. Voilà, le storytelling, c'est l'action d'utiliser les techniques du récit dans un contexte marketing pour de la communication publicitaire. Le storytelling consiste à utiliser une histoire plutôt qu'à mettre classiquement en avant des arguments marque ou produit. La technique du storytelling peut également être utilisée pour élever la marque à un rang de mythe. Le storytelling peut utiliser des histoires réelles ou créer des histoires imaginaires liées à la marque ou au produit. Définition qui nous est fournie par Monsieur Batelot, professeur agrégé en marketing. Alors, je vous rassure, toute la réunion ne va pas être comme ça parce qu'autrement, je vais très vite vous perdre. On va faire plus simple que Monsieur Batelot. Comme le disait Xavier, le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. C'est l'art de raconter sa propre histoire. Pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est pour capter l'attention de son auditoire, le capter un petit peu plus facilement, et dans le but derrière d'aller lui vendre quelque chose, de transformer l'essai. Donc c'est ça le storytelling. Donc ce que je vous propose pour que ce soit... Je vais peut-être aller un peu trop vite. Le storytelling, si vous vous interrogez, si vous vous dites bah, qu'est-ce que c'est, en fait, il suffit d'allumer votre télévision. Actuellement, si vous regardez les publicités, beaucoup utilisent le storytelling. Je pense notamment à la publicité du groupe La Redoute en ce moment. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une publicité avec son papa, enfin c'est un papa et son adolescente. Le papa a une nouvelle copine, la copine vient s'installer à la maison. Vous vous doutez bien que l'adolescente n'est pas hyper ravie de la situation. On voit évoluer ce ménage à trois. Pourquoi La Redoute a fait le choix de mettre en scène une famille recomposée? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les familles recomposées, c'est la majorité des familles. On est tous touchés par le phénomène de près ou de loin, et ça leur permet de capter une plus grande audience. Donc, c'est plutôt bien joué de leur part, puisque là, du coup, il y a pas mal de gens qui vont se sentir concernés par ce que raconte la publicité, et donc forcément, ils vont être plus sensibles à la marque et aux produits. Donc le storytelling, c'est tout à fait ça. Pour que ce soit plus concret pour vous, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on visionne une publicité qui utilise le storytelling. Il y a le groupe Intermarché qui fait ça depuis quelques années, et ils le font plutôt bien. Donc là, ce que je voulais vous proposer, c'était de visionner cette publicité. Alors, je vais essayer de vous la passer, et puis en espérant que vous puissiez voir. Alors, attendez. On a le son, mais on n'a pas l'image. Vous n'avez pas l'image? Alors, attends. Hop, que je fasse ça.
Ah, Mick, je l'ai fait la dernière fois début novembre avec les autres participants. On a pu visionner la publicité. Bon, ça m'embête. Alors, arrêter la présentation. Un onglet. Voilà. Partager. Voilà, là, du coup, vous devriez voir, logiquement. Est-ce que si c'est le son qui marche? Ah, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de bruit, en fait, Xavier. Ah, pardon, Je pense. C'est la tête. Ça va se lancer. La vie est là, qui vous prend par le bras. Oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux. C'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs. Oh là là là. Mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour. C'est magnifique. Partir là-bas, lune de miel à la cubaine. Oh là là là. C'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça. C'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours. Oh là là là. Mais c'est magnifique. Revoir Paris, retrouver ses amis. C'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs. Oh là là là. Ouais, c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour. C'est magnifique. Alors, je coupe, vous êtes toujours là? Ouais, toujours là. Attendez, je vous remets la présentation. J'ai coupé un peu avant parce que la connexion est pas bonne, mais au moins ça vous aura donné une idée de la publicité. Moi je suis très fan des publicités d'Intermarché. Je trouve que c'est basé sur l'émotion. Enfin, moi, en tout cas, ça me parle, ça marche avec moi. Donc voilà. Ça, c'est du storytelling. Il nous raconte une histoire. Il nous raconte l'histoire de ce veuf qui, effectivement, essaye de reproduire les recettes de son épouse. Donc ça, c'est du storytelling. Alors, je suppose que vous vous dites, Aurélie, elle est bien gentille avec son storytelling, mais moi, voilà, j'ai pas le budget de la Redoute, j'ai pas le budget d'Intermarché, et comment moi je vais pouvoir faire à mon petit niveau du storytelling. Alors justement, je vais vous montrer ça. Il y a différentes possibilités, parce qu'aujourd'hui le storytelling c'est quelque chose qui se décline à l'infini et surtout qui peut se faire sur différents supports. Ça peut être utilisé sur vos brochures, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation là? Je suis pas persuadée que vous la voyez. Vous la voyez la présentation à l'écran ou pas? Ouais, c'est ok. C'est bon pour vous?
Ouais. Ouais, ok. Donc là, le premier exemple que je vous ai sélectionné, c'est un exemple d'hébergement insolite dans le bocage vendéen, donc des cabanes. Et quand on arrive sur leur site internet, on a ce petit texte que je vous ai mis. On va prendre le temps de le lire ensemble. Enroulé dans votre couette en plume au petit matin, vous ouvrez les yeux. Votre regard se perd dans la cime des arbres, le babillage des oiseaux vous berce, mais la journée commence, vous cheminez entre les arbres par le petit sentier, parsemé de clochettes au printemps et de campanules en été, vous allez à l'agora, cherchez votre panier petit déjeuner, puis vous vous installez sur votre terrasse pour profiter du temps qui passe en vous régalant de bonnes confitures maison, largement étalées sur la brioche vendéenne. Quittez le nid, vous êtes fin prêt pour une journée découverte dans notre beau bocage. Eh bien ça, c'est du storytelling. Pourquoi c'est du storytelling? Parce qu'ils ont utilisé pas mal de vocabulaire visuel, sensoriel, et en fait c'est très immersif. On a déjà une idée de ce que va être notre séjour dans cet hébergement. Donc ça, c'est une bonne idée à prendre. On en reparlera un petit peu plus tard quand on va travailler sur le descriptif, mais ça, c'est une bonne idée. Donc ça, c'est du storytelling. Autre idée de storytelling, là, c'est un hébergement qui n'est pas situé en Vendée. C'est le domaine de la Sablière, c'est géré en fait par deux jeunes gens qui communiquent beaucoup par les réseaux sociaux et notamment par Instagram. Donc là, je vous ai sélectionné 2 publications. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle de gauche. Vous voyez toujours, parce que moi c'est perturbant, je vois pas ma présentation. Est-ce que vous la voyez toujours de votre côté? Ouais, c'est celle qui a plein de graines. Bon, ok. Donc c'est ça, effectivement. En fait, la publication de gauche, ils ont fait des achats, ils ont acheté des graines, des semis, ils vont faire leurs semis et ils invitent leur communauté à venir leur rendre visite dans quelques semaines ou quelques mois pour voir ce que ça donne. Eh bien, ça permet de capter l'attention, ça permet de fidéliser. Donc ça aussi, c'est du storytelling. Et puis enfin, dernier exemple que je vous ai sélectionné, moi c'est mon préféré. Là, c'est un office de tourisme qui fait ça en Anjou. Mes collègues en Anjou ont fait le choix de mettre en avant leurs prestataires touristiques au travers de portraits. Donc, il y a différents portraits, dont celui de Bernard, là, que je vous présente. Et donc, vous voyez que le portrait, il est composé de photos. On a des photos des vignes, photos de la cave, photos de Bernard qui a une bouille qui est plutôt sympa. On a un petit texte qui n'est pas très institutionnel, c'est un texte court avec un petit trait d'humour, donc c'est assez sympa à lire. Et puis, on a 2-3 conseils de dégustation. Eh bien, à la lecture de ce portrait, on n'a qu'une envie, c'est d'aller réserver une visite de cave chez Bernard pour aller arpenter ses vignes, qui nous explique un petit peu son travail, qui nous fasse goûter les vins, et puis qui nous donne 2-3 astuces pour épater le beau-frère au prochain repas de famille. Donc ça, c'est du storytelling également. Donc j'espère qu'avec ces exemples, vous arrivez à comprendre un peu plus ce que c'est que cette notion-là. Après, j'ai conscience qu'effectivement, l'art de se raconter dont on parlait tout à l'heure, c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident de coucher ses idées sur le papier, pas évident de raconter une histoire. Si vraiment vous êtes embêté avec ça, n'hésitez pas à solliciter vos proches, amis, famille. Il y a peut-être des gens qui sont à l'aise avec cet exercice et qui pourront vous faire un truc sympa. Autre exemple que vous pouvez copier, là je pense par exemple aux petites unités d'hébergement, les chambres d'hôtes et les meublés. Bien souvent vous avez un livre d'or, vos clients vous laissent des petits messages. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de feuilleter ces messages et de vous dire est-ce qu'il y a certains messages que je ne pourrais pas utiliser dans ma communication, parce que le client il ne voit pas le produit tel que vous le voyez, il a peut-être un autre angle d'attaque qui peut être intéressant. Et là l'exemple que je vous ai mis, cette machine à écrire, c'est sur le territoire, ça. C'est un hébergement qui s'appelle le Chromatique, qui est situé à Grosbreuil. Un hébergement hyper qualitatif, avec une piscine intérieure, le mobilier, c'est du mobilier vintage qui a été chiné. Et donc, Karine, la gérante, met à disposition des clients une machine à écrire. Elle leur propose de lui laisser un petit message à la fin du séjour. Alors, ils le font volontiers parce que on n'a plus l'habitude de taper à la machine à écrire, donc les gens trouvent ça fun, ils le font. Et Karine m'expliquait que par moment, elle a des écrits qui sont super chouettes. Elle me dit des petites pépites, des petites perles qu'elle peut utiliser dans sa communication. Donc ça, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice-là, peut-être que vos clients le seront davantage. Et voilà, pas hésiter à réutiliser leurs écrits.
Voilà pour cette notion de storytelling. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que tout vous semble clair ou au contraire, ça vous paraît encore obscur? Pas de réponse? Moi, je pense que ça doit parler après, c'est la aujourd'hui, je fais des stories avec des photos, La dernière que vous avez faite pour, sur Facebook, là, que j'ai vue cette semaine? comment faire régulièrement, il y a le fond avec des photos de ceci, il y a les photos en blanc, et puis après on est là pour avoir un peu plus, les gens essayent de donner au début, et puis plus ça va, on décrit en moins, pour donner des réponses. D'accord, et ça fonctionne bien? Les gens réagissent bien par rapport à ça? Ça fonctionne très très bien. Bon, bah vous voyez. C'est comme des épisodes en fait, sur différences de la mine. Ouais. Donc ça peut être Pierre qui est dans le photo, et puis les gens doivent pousser, après on élargit, voilà, l'endroit d'écrire. Ça marche bien pour le photo également, pour la maison arrière, avec sur les dates de réouverture des événements, avec pareil là où on voit des photos du site de la nature avec la com départ, bientôt de retour, ou le départ, on va faire des aménagements, on attend pas mal d'arriver, etc. Ouais, mais c'est vrai que la mairie de Longeville est très forte pour ça. C'est vrai que vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux et ouais, on voit à chaque fois que ça fonctionne bien. Vous êtes bien suivi par votre communauté. Donc c'est vrai que voilà, des exemples à suivre. Il y a plein de bons exemples sur le territoire. La mairie de Longeville en est un, ouais. Donc n'hésitez pas à vous inspirer pour les autres. Alors, si la notion de storytelling, c'est bon pour tout le monde, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on voit comment on va travailler votre descriptif. Hop là. Ah, j'ai une nouvelle personne qui veut intégrer la réunion. Bonjour Joël. Donc oui, je vous propose de travailler d'abord votre descriptif. Alors là, je vais vous donner différentes règles à respecter pour travailler cette partie-là. La première règle, alors là, ça ne va pas concerner tout le monde. Ça va concerner plutôt les petites unités d'hébergement, les meublés et les chambres d'hôtes. Parce que souvent, les restaurateurs, les sites de visite, les hébergements professionnels, vous avez une vraie dénomination commerciale. Par contre, c'est vrai que pour les meublés et les chambres d'hôtes, j'ai encore souvent des meublés qui s'appellent Michel Dupont parce que c'est le nom du monsieur. J'ai encore des annonces comme celle que je vous ai prise sur le Bon Coin où ça s'appelle location saisonnière. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre que la dénomination commerciale, normalement, c'est censé vous identifier, vous distinguer de la concurrence, apporter de la matière pour vos clients. Et là, avec une dénomination type location saisonnière ou Michel Dupont, c'est vrai qu'on n'apprend pas grand-chose. Donc ça, c'est plutôt à éviter. Et là, je vous ai sélectionné un exemple du territoire, c'est la Maison du Perret. La Maison du Perret, c'est une maison qui est située à Talmont-Saint-Hilaire et je trouve que la dénomination commerciale, elle est plutôt sympa. Alors, pour deux raisons. La première chose, c'est que le Perret, quand vous tapez ça dans Google, vous tombez systématiquement sur des photos de l'estuaire du Perret, de la pointe du Perret, de magnifiques sites du territoire qui sont largement photographiés. Donc forcément, les clients vont faire le lien entre la Maison du Perret et ces sites-là, se dire que c'est tout proche, donc c'est plutôt vendeur pour la Maison du Perret. L'autre chose, c'est que le Perret, c'est encore un mot qui est peu utilisé dans Internet, enfin sur Internet, sur le moteur de recherche Google. Donc ce qui fait que dernièrement, j'ai encore fait le test, quand on tape Perret, eh bien l'annonce de la Maison du Perret arrive dans les premiers résultats de recherche. Donc en termes de référencement, c'est plutôt bien joué. Donc ça, c'est une bonne dénomination commerciale. Donc voilà, je vous invite, pour ceux qui n'en ont pas, à vraiment choisir une dénomination commerciale et puis, si possible, pas avoir quelque chose qui sort d'un chapeau, mais voilà, quelque chose qui soit en lien avec votre histoire, avec l'histoire des lieux, avec l'activité que vous proposez. Là, ça devient un petit peu plus pertinent.
Alors ça, c'était la première règle. Deuxième règle, c'est l'importance de votre message. C'est vrai que je constate, quand vous venez vous présenter à l'office de tourisme, quand on a des nouveaux prestataires touristiques qui nous disent, bah voilà, j'ai un hébergement ou j'ai une activité. Moi, souvent, je vous laisse parler. Je vous dis, bah allez-y, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez à me proposer. Et c'est vrai que parfois, le message n'est pas hyper huilé. On sent que vous n'êtes pas rompu à l'exercice. Or, c'est dommage parce que le premier commercial de votre activité, c'est quand même vous. Donc voilà, il y a vraiment nécessité à bien roder votre message pour que vous soyez les meilleurs ambassadeurs de votre structure. Donc là, moi, ce que je vous propose pour borner un petit peu les choses, c'est la technique du QQO-QCP. Qu'est-ce donc que le QQO-QCP? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Non? Alors, le QQO-QCP, en fait, c'est un ensemble de questions. Je vous le note, là, je vous l'ajoute sur la slide. Vous voyez, c'est les questions qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Ça s'apparente en fait aux 5 W en anglais, le what, who, where, when, why. En fait, quand vous allez vous poser la question à qui je m'adresse, qu'est-ce que je propose, à quelle période je propose ça, dans quelles conditions, quelles sont les modalités d'inscription, vous allez borner en fait votre message et vous allez pouvoir définir un message assez clair. Alors là, je vous ai mis un exemple à suivre, c'est l'exemple de la folie de Finfarine à Poiroux. Vous savez, le site sur les abeilles et la production de miel. Quand on arrive sur leur site internet, sur la page d'accueil, on a ce petit texte. Je prends le temps de le lire avec vous. Situé en Vendée, le parc à thème La Folie de Finfarine vous accueille dans un espace boisé de 10 hectares pour vous sensibiliser à la vie des abeilles et son milieu. Vivez une expérience unique en famille lors de l'ouverture de la ruche, un voyage qui vous transportera de la pollinisation à la fabrication du miel. Bzz, c'est par ici. Vous voyez que quand on lit ce texte, on sait exactement dans quel environnement on va évoluer, on sait à qui ça s'adresse, quelle est la cible clientèle et puis ce qu'on va y faire. Donc là, en fait, Célina, la gérante de la Folie de Finfarine, elle a répondu au QQO-QCP. Donc voilà, essayez d'utiliser cette technique pour borner votre message. Cette technique, elle est intéressante notamment pour le texte que vous allez nous fournir pour les brochures. Vous savez que dans le guide touristique et dans le guide hébergement, vous avez 5-6 lignes pour vous exprimer. 5-6 lignes, c'est court. Il va falloir être percutant, il va falloir être efficace. Et donc, c'est en répondant au QQO-QCP que vous arriverez à faire ce petit texte où on a toutes les informations pour bien cerner ce que vous avez à nous proposer. Je continue, je déroule. Le troisième point, c'est la structuration de votre texte. Une fois que vous aurez couché sur le papier toutes vos idées, une fois que vous aurez répondu au QQO-QCP, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir du contenu. Après, votre contenu, il va falloir l'organiser parce que votre contenu, il n'est pas pour vous, il est justement pour les internautes, pour vos lecteurs. Et il va falloir que ce soit clair pour eux. Donc là, la technique à utiliser pour structurer votre texte, c'est la technique de la pyramide inversée. On part du plus général vers des points de détail. C'est ce que je vous ai noté sur la slide. On part du plus récent, plus immédiat, plus important, plus proche, vers quelque chose de plus détaillé et de plus loin. Voilà, donc ça c'est une technique que vous allez pouvoir utiliser non pas pour votre texte sur le guide hébergement ou sur le guide touristique, mais plus pour votre texte sur le site internet. Sur le site internet, vous pouvez être plus long, mais il va falloir structurer ce texte. Donc on va avoir, comme c'est mis sur l'article là que je vous ai mis à droite, vous allez avoir une accroche qui répond au QQO-QCP, et puis après vous voyez qu'il y a différents paragraphes, et chaque paragraphe développe une idée. Et comme ça, là, du coup, on est clair et on ne perd pas son auditoire. Est-ce que ça, c'est bon pour vous? Ouais. Je continue. Quatrième règle, ça va être la longueur de votre texte. Alors, comme je vous le disais, une fois qu'on a répondu au QQO-QCP, c'est vrai qu'on va coucher pas mal d'idées sur le papier. Si vous êtes comme moi j'ai tendance à pas mal délayer. Je peux facilement écrire une copie double, mais pourtant, c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'on n'est pas hyper efficace quand on fait comme ça.
Je vous ai mis plus on est concis, plus on est efficace. Pourquoi je vous ai mis ça? Ça fait référence au tableau qui est sur la droite, le tableau sur la capacité de mémorisation du cerveau humain. Le cerveau humain, il est limité, c'est-à-dire que vous dites une phrase de 12 mots, le cerveau humain est complètement capable de retenir la phrase de bout en bout, pas de souci. Vous dites une phrase de 17 mots, là du coup déjà ça devient plus compliqué. Le cerveau va un peu épurer et va retenir allez, 70% de l'information. Et puis, si vous faites une phrase de 40 mots, là du coup vous perdez complètement le cerveau humain et il retient que 30% de l'information. Donc vous voyez que faire trop long, c'est pas utile, ça sera même antiproductif. Donc voilà, là c'est subtil parce qu'en fait il faut vous racontez trop peu de choses, vous n'allez pas intéresser, les gens vont filer leur chemin, vous en racontez trop, vous saoulez les gens, ils vont passer leur chemin également. Donc c'est subtil, il faut trouver le juste équilibre. Alors, 5e règle, hop, c'est le choix des mots. Alors, le choix des mots, ça c'est une partie qui est assez importante. Je reviens toujours au message dont on a parlé au début. Une fois que vous avez défini le message, que vous avez défini les idées que vous voulez faire passer à votre client, il va falloir choisir des mots qui corroborent votre message. Si votre message, c'est la déconnexion, c'est la mise au vert, voilà, toutes ces choses-là, et puis que dans votre message, vous utilisez pas mal de mots qui font référence aux nouvelles technologies, à être tout le temps connecté, vous voyez bien que ce n'est pas en adéquation. Donc, il faut choisir des mots qui viennent corroborer votre message. Ça, c'est la première règle. Et puis, la deuxième règle, c'est par rapport à Internet. Là, ça va être pour votre texte sur Internet, que ce soit votre annonce sur le site de l'Office de tourisme ou alors l'annonce sur votre propre site Internet si vous en avez un. Le choix des mots est important puisque le choix des mots va aider au référencement. Alors on va peut-être faire une petite parenthèse là-dessus. Vous savez que je vous pousse souvent à avoir un site internet. Avoir un site internet, c'est pas une fin en soi. Si votre site internet il est mal référencé, ça n'a aucun intérêt d'avoir un site internet. Pour que votre site internet soit bien référencé, donc qu'il ressort dans les premiers résultats de recherche de Google, vous avez deux options. La première option, c'est le référencement payant. On ne va pas se voiler la face, nous, Office de tourisme, on n'a pas le budget pour faire du référencement payant. Donc l'autre alternative, c'est le référencement naturel. Le référencement naturel, ça consiste en quoi? C'est en fait vous positionner sur des mots-clés. Vous dire, bah, mon activité, qu'est-ce qui la qualifie? Je prends un exemple d'école de surf, école de surf à Longeville. Eh bien évidemment, cette école de surf, elle va se référencer sur les mots-clés surf Longeville, surf Vendée, école de surf à proximité des sables, école de surf proche la Tranche-sur-Mer. Ça, c'est des mots de clés qui vont être efficaces. Si c'était que ça, ce serait trop simple. Vous vous doutez bien que c'est un petit peu plus compliqué parce que les écoles de surf aujourd'hui en Vendée, on n'en a pas qu'une seule. Toutes, elles essayent de se référencer sur ces mots-clés-là. Et donc, bah voilà, il faut un peu jouer des coudes pour réussir à sortir son épingle du jeu. Donc après, la subtilité du référencement naturel, c'est d'aller trouver des mots-clés différenciants que les internautes sont susceptibles de taper dans le moteur de recherche et qui vont vous permettre de vous différencier des autres écoles de surf. Une école de surf, par exemple, qui proposerait des cours pour les personnes handicapées, va pouvoir se référencer sur le mot handisurf. Donc ça veut dire que ce mot handisurf, elle va le mettre dans son descriptif. Hein, donc là, vous voyez que les mots que vous allez utiliser dans votre descriptif, ce n'est pas des mots qui doivent être choisis au hasard. Il y a vraiment un gros travail d'écriture à faire et un gros travail de réflexion sur voilà, vous posez la question, quels mots-clés vont taper mes clients pour me trouver? Est-ce que ça va cette partie-là? Ouais. Bon, je continue.
Le dernier point par rapport au descriptif, c'est le fait de soigner votre style. Là, je reviens à l'exemple qu'on a abordé ensemble en début de réunion. Vous savez, cet hébergement insolite dans le bocage vendéen, où je vous disais qu'ils utilisaient du vocabulaire sensoriel, visuel, et que ça permettait d'avoir une immersion dans l'hébergement. On savait déjà à quoi s'attendre si on faisait un séjour chez ces gens-là. Donc ça, c'est une bonne idée à reprendre. Donc essayez effectivement d'utiliser ces détails visuels et ce vocabulaire sensoriel. Et puis, autre élément aussi, c'est faire attention au registre de langage. Il va de soi qu'un palace parisien et puis un petit hôtel familial en province vont pas capter la même clientèle. Ils n'auront pas la même clientèle, donc ils vont pas mettre en avant les mêmes arguments. Et au niveau du registre du langage, là aussi, ce sera différent. Donc faites attention au registre du langage qui soit adapté effectivement à votre cible clientèle. Et donc là, je vous montre juste des petites idées. Voilà, vous avez envie de dire que le chef cuisine bien. Bon, la phrase, vous pouvez la travailler un peu plus en notant « goûter à notre spécialité », vous nous en direz des nouvelles. C'est joliment décoré, vous pouvez tourner ça de cette manière-là. Le mobilier chiné, sélectionné avec soin, complète l'ambiance du lieu. Et puis enfin, maison d'hôte avec un jardin. Vous pouvez noter, rejoignez la salle des petits déjeuners en traversant le jardin fleuri. Donc c'est que des exemples, mais voilà, vous montrez qu'effectivement, les phrases, ça se travaille pour que ça soit un petit peu plus sympa. On arrive au bout de cette première partie sur le descriptif. Donc je vous ai mis un petit récap. Donc voilà, pensez bien à votre dénomination commerciale. Vous savez que c'est quelque chose qu'il faut choisir avec discernement. Réfléchir vraiment à votre message que vous souhaitez faire passer auprès de vos clients. Et pour ça, vous avez la technique du QQO-QCP. Pour le texte, pour le site internet, donc là, vous allez vous permettre d'être un petit peu plus long. Donc vous allez pouvoir, il va falloir structurer votre texte pour que ce soit cohérent pour vos lecteurs. Faites attention malgré tout à la longueur du texte, il ne faut pas que ce soit trop long. Et puis enfin, bien choisir vos mots. Vous avez vu que c'était important pour corroborer votre message et puis pour le référencement sur le web. Et enfin, soigner le style d'écriture. Voilà pour cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vois que Xavier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent allumer leur caméra ou qui veulent allumer leur micro? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là? Bon, ça ne réagit pas. Je continue sur la partie photo. Alors, d'abord une petite question. Alors, je vais te solliciter, Xavier, je suis désolée. Ah non, j'ai Madame Rousseau qui a allumé sa caméra. C'est parfait. On va attaquer la partie photo, mais avant ça, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous savez quels sont les facteurs qui motivent un achat? Alors là, je ne pense pas seulement aux vacances. Ça peut être l'achat d'un canapé, ça peut être l'achat d'un aspirateur. Sur quels critères on se base pour effectuer son achat? Est-ce que vous avez une idée? Le prix des acheteurs, je pense. Ouais, tu as raison Xavier, c'est le premier critère. Les gens ont un budget. Si le produit rentre dans l'enveloppe, parfait. Si c'est plus cher, là du coup, ils vont peut-être un petit peu plus réfléchir. Donc effectivement, le prix compte. Le deuxième critère, est-ce que vous avez une idée? Ah, je vous entends pas, Madame Rousseau. La situation, tu veux dire où est-ce que dans le ouais, là tu es plus dans le tourisme, ouais. Comme je te disais, ça pouvait être aussi pour le canapé, un aspirateur. Le deuxième critère, en fait, ce sont les avis. Alors je sais que souvent beaucoup d'entre vous me disent moi les avis non ça m'intéresse pas parce que de toute façon il n'y a que des avis négatifs. Alors je vous rappelle juste que les sites d'avis on peut pas y couper, que vous souhaitiez être dessus ou pas. De toute façon, les clients se chargeront d'aller déposer des avis, hein, que vous le vouliez ou pas, ils peuvent de toute façon vous créer votre fiche sur TripAdvisor ou sur Google My Business.
Il ne faut pas toujours voir les avis de manière négative. Il y a beaucoup d'avis qui sont positifs et en tout cas, les avis comptent dans le déclenchement de l'achat. Donc voilà, les avis comptent énormément. Sachez que les clients vont voir un petit peu ce qui est dit pour se décider. Et puis enfin, le troisième élément, ce sont les photos. Les photos, c'est pour ça qu'on va s'attarder là-dessus. Et là, j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu dommage parce que vous voyez que le descriptif dont on en a longuement parlé, il n'apparaît pas. Donc, juste vous dire que si vous me faites un descriptif hyper chiadé, hyper ciselé, qui met bien en valeur votre prestation, c'est top, hein, c'est super bien. Moi, je vous encourage à le faire. Je pense que c'est obligatoire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si votre texte est super bien, mais qu'à côté de ça, vous avez des photos moches, ça sera peine perdue. Donc, il y a vraiment un soin particulier à apporter à vos photos. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, on va commencer par un exemple. C'est un exemple du secteur. Alors, je tiens à vous rassurer, Madame Violo est au courant que j'utilise ces photos pour ma présentation. J'ai son accord. Je vous explique un petit peu la situation. Madame Violo m'a sollicité il y a à peu près 4 ans pour être prestataire chez nous. Elle avait un meublé à Bourgenais. J'ai pris son inscription au dernier moment et j'ai pas pu aller visiter le logement. Je m'étais juste entretenue avec elle au téléphone, elle m'avait expliqué ce qu'elle avait à me proposer. Bon, donc j'ai pris l'inscription et quand j'ai reçu les photos, c'est les photos que vous avez à l'écran, je me suis dit mince, j'ai fait une boulette, j'aurais pas dû prendre ce logement-là parce que vous voyez sur les photos, c'est pas hyper attrayant. C'est sombre, ça paraît vieux, enfin en tout cas ça donne pas envie. Et puis, quelques semaines ou quelques mois après, je suis allée me déplacer chez cette dame, j'ai visité le logement, et là, je me suis rendu compte que le logement, il était complètement différent de ce que je m'étais imaginé. En fait, c'était un logement qui avait été complètement rénové, avec une cuisine équipée neuve, avec une salle de bain avec douche à l'italienne. Le mobilier, c'était du mobilier récent. Et ça, on ne le voyait pas au travers des photos. Et puis, Madame Violo m'explique que voilà, elle n'a pas eu de touche par l'intermédiaire de l'Office de tourisme. Donc, je lui propose de faire un reportage photo. Et donc, je me suis déplacée quelques semaines plus tard avec ma collègue Sophie. On a fait un reportage photo. Je vais vous montrer les photos. Et ça change radicalement la donne. Donc, je tiens à insister sur le fait que il n'y a pas eu de travaux d'aménagement, il n'y a pas eu de travaux de décoration, il n'y a pas eu d'achat de mobilier ou d'achat de linge de maison. C'est exactement la même location, sauf que là, Sophie a fait son reportage photo, bon, déjà avec un bon appareil, mais surtout en respectant quelques règles élémentaires pour faire de jolies photos. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop, voilà. Vous voyez la différence là ? Ouais, donc rien à voir, hein. Le logement est quand même beaucoup plus valorisé sur les nouvelles photos. Là, on se rend compte qu'effectivement, c'est un hébergement qui a été rénové, qui est neuf, qui est propre, lumineux, chose qu'on ne voyait pas sur les premières photos. Donc, vous voyez l'importance des photos. C'est ce que je vous ai mis en haut de la slide, une image vaut mieux que 1000 mots. Hein. Je crois que là, on le comprend tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence les règles comme pour le descriptif. Donc, la première règle, c'est faire passer un message à travers les photos. Donc, c'est la même règle que pour le descriptif. Il faut qu'effectivement, vos photos, elles racontent quelque chose. Alors, si possible, il faut que vos photos, elles racontent la même chose que ce que vous mettez dans votre descriptif. Forcément, il faut que ce soit en adéquation. Mais ce que je veux que vous compreniez là, c'est que parfois, le choix des photos est peut-être pas judicieux. Et parfois, ça ne sert pas votre message. Au contraire, ça peut avoir l'effet inverse. Donc là, ce que je vous propose, mais là, il va falloir que vous allumiez vos micros pour pouvoir participer, ou alors vous participiez par le chat. Je compte beaucoup sur toi, Xavier. Et sur Madame Rousseau, si ça marche. La discussion. Ouais, donc voilà. Donc là, ce que je vous demande, c'est savoir effectivement ce que c'est. Donc toi, Xavier, tu me dis que c'est un bar. Oui, pourquoi pas, ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire de manger. Je pense que c'est une brasserie où on peut manger avec la possibilité d'être à l'intérieur ou à l'extérieur.
communication comme ça. Donc effectivement, donc alors c'est un restaurant, tu avais vu juste Xavier, mais c'est vrai que les photos qu'on a ici bah, nous apprennent pas grand-chose sur l'établissement, on ne sait pas exactement ce qu'on va y manger. Déjà la photo de droite n'est pas hyper attrayante, elle met pas forcément en valeur le lieu. Vous voyez que la photo de gauche, on a la salle de restauration, mais les tables sont pas dressées. Et puis bah, quid du menu, quid des plats qui nous sont servis. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est peut-être avoir une photo de l'équipe en salle, les serveurs, avoir une photo peut-être du chef. Là, du coup, on reste sur sa faim. Et moi, personnellement, des photos comme ça, je ne suis pas persuadée que ça me décide à aller manger dans ce restaurant-là. Donc, vous voyez qu'il y a des fois où il faut se poser la question de la pertinence des photos. Allez, je vous propose, donc ça à éviter complètement. Et je vous propose un deuxième exemple. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Ah, je vous entends pas, Madame Rousseau. Ou alors peut-être dans le chat. Vous voyez en haut, vous avez une petite bulle. Vous pouvez noter dans la bulle votre réponse. Ah, Monsieur Duchesne me note promenade à la campagne. Ouais, ça pourrait, c'est ce que ça peut évoquer. On cherche des champignons, note Monsieur Billet. Un verger. Moi je suis du même avis que vous, Madame Rousseau. Quand j'ai vu la photo, j'ai pensé que c'était un verger. Alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On est dans un camping. Balade à cheval, non, non plus. Là, en fait, on est dans un camping. Donc, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça quand on cherche un camping. Parce que là, du coup, on n'a pas d'informations sur le logement. On ne sait pas si on loge dans cette petite baraque là en bois. Est-ce que on va loger dans un mobil-home, un chalet? Est-ce que c'est des emplacements tentes? Quels services ils vont nous proposer? On n'en a aucune idée. Donc ça, c'est également à éviter. Vous voyez que là, c'est antiproductif ce genre de photos. Ouais, c'est pas chez nous, effectivement. Mais dès que c'est des choses négatives, j'ai pas pris chez nous. Hein. Allez, troisième exemple, ça sera le dernier. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ah non, regardez. Bien vu Xavier. Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres idées? Un accueil sur la gauche, et puis un cours d'eau sur la droite. Après, tout la tête. Bon, alors Xavier a tout de suite vu, mais ce qu'il y a, c'est que Xavier, il a l'œil de l'expert parce qu'il est un peu de la partie. Mais effectivement, c'est ça. Mais je suis pas sûre que ce soit hyper explicite ce genre de photo. Vous les voyez sur la gauche. Ouais, c'est ça. Mais ouais, on voit que tu es aguerri. Ouais. Effectivement, il a raison, Xavier. C'est un club de canoë. Effectivement, à gauche du chalet, on voit les pagaies. Mais c'est vrai qu'il aurait été intéressant, bah, pourquoi pas, de voir le moniteur, de voir les embarcations. Là, ils nous ont mis une photo de la rivière, mais c'est vrai qu'on aurait eu un plan plus large, on se serait mieux rendu compte dans quel environnement on allait faire notre balade en canoë. Donc voilà, ça peut être amélioré. Donc ça à éviter également. Donc bien réfléchir à votre message. Voilà, j'aimerais. L'idée ce matin, c'est de vous faire comprendre. Parfois, il y a des photos que vous m'envoyez. Est-ce que c'est pertinent de me les envoyer? Bien réfléchir à ça. Est-ce que c'est OK pour vous sur cette partie-là? Ouais. Alors, je continue sur la deuxième règle, utiliser la lumière. C'est vrai que j'ai encore trop souvent des photos qui me sont envoyées qui sont sombres. Alors, pour différentes raisons, parce que la météo, le jour où vous avez fait votre photo, la météo n'était pas terrible. À ce moment-là, il vaut peut-être mieux décaler votre séance photo. À l'inverse, quand il fait trop beau, parfois j'ai des clichés où on est complètement en contre-jour, et c'est pareil, c'est pas chouette. Et puis, j'ai également des choses comme l'exemple que je vous ai mis, où les volets n'ont pas été ouverts, les lumières n'ont pas été allumées, et on a quelque chose de sombre. Alors là, sur l'exemple que je vous ai mis, vous voyez que le Velux sur la photo de droite, il n'est pas ouvert. Ils ont quand même essayé de tricher en allumant les lumières, mais voilà, l'éclairage qui est mis en place dans la pièce ne suffit pas à réchauffer les lieux, et voilà, ça donne un aspect très tristoun. Et puis en plus, là, ils partent avec un inconvénient supplémentaire, c'est qu'on est sur une décoration rustique avec un sol marron, un plafond marron, du mobilier marron, et donc voilà, ça donne un aspect très tristoun. Donc ça, c'est à éviter.
Et donc, je vous montre un exemple à suivre. Là, c'est un exemple que j'ai pris sur Airbnb. C'est le même logement à droite et à gauche, mais vous voyez avec deux ambiances différentes. La photo de droite, ça a été pris en pleine journée, en pleine lumière. On se rend compte que le logement, il est baigné de lumière, il est très lumineux, il est propre, il est neuf. Et puis, la photo de gauche, ça a été pris soit un petit peu plus tard dans la journée, voire même à une autre saison. J'ai un doute sur... je suis pas sûre que ça a été pris au même moment. Mais là, vous voyez qu'ils ont allumé les lumières. Il y a tout un tas de petits éclairages qui vient réchauffer l'atmosphère. Et là, c'est une ambiance hyper cosy. Que ce soit à droite ou à gauche, voilà, le logement, il fait envie. Il est plutôt attractif. Donc là, ils ont bien utilisé la lumière. C'est un exemple à suivre. Donc vous voyez qu'on peut tricher avec de la lumière artificielle. Est-ce que c'est bon pour ça? Ouais. Alors, on continue sur la troisième règle. Là, je vous ai mis ranger, mettez en scène et désencombrer l'espace. Alors là, j'ai un exemple tout récent. Je viens de rentrer un appartement de la résidence Pierre et Vacances. Et donc, la personne m'a envoyé des photos. Et en fait, sur les photos, elle m'a laissé traîner son tankerville en plein milieu du salon. Et puis, elle avait laissé traîner aussi la housse de son appareil photo. Elle n'avait pas fait attention quand je lui ai dit, effectivement, elle m'a dit, ah bah oui, j'ai pas fait gaffe, ça lui était pas sauté aux yeux. Donc ça, c'est des petits éléments de détail auxquels il faut faire attention. Donc pensez bien à ranger avant de prendre en photo votre structure. Là, vous voyez, je vous ai mis un exemple photo de gauche, on doit être dans une auberge rustique. Et c'est le bordel, quoi. Hein. Sur la photo à gauche de la photo, on a une table où il y a plein de brochures à traîner. Le bar est hyper encombré. La table à droite, on voit qu'il y a une sacoche qui a été laissée à traîner. Bref, ça donne pas une impression de propre et de rangé. Donc pensez à ça. Après, pensez également à mettre en scène. Là, je pense à nos restaurateurs, à nos chambres d'hôtes. Lorsque vous prenez en photo vos salles de petit déjeuner, votre salle de restauration, pensez à dresser la table. On l'a vu tout à l'heure pour le restaurant, l'exemple que je vous ai montré. Pensez également à prendre peut-être vos clients en situation avec leur accord, de façon à ce que ce soit un petit peu plus humanisé. Et puis après, je vous ai mis désencombrer l'espace. Pourquoi je vous ai mis désencombrer l'espace? Quelle est la nuance avec ranger? Ranger, c'est ranger les affaires. Désencombrer, c'est enlever les affaires. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses chez vous qui n'ont pas d'intérêt. Et là, je vous ai mis un exemple. On est toujours dans l'auberge rustique, là, sur la droite. Et je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en fait, il a une espèce de boule à facettes. On a un éclairage boule à facettes. Moi, à mon sens, c'est pas hyper pertinent cette boule à facettes. On est dans une auberge rustique, et là, du coup, il y a la boule à facettes où on a l'impression qu'en fait, ils organisent des soirées disco. Quelle est la cohérence du truc? Est-ce que ça a un intérêt? Moi, la boule à facettes, je l'aurais ôtée. Et chez vous, c'est pareil. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas utiles dans votre logement, qui ne sont pas utiles dans votre site de visite ou de loisir, qu'il faut supprimer aussi. Il faut se poser les bonnes questions. Donc ça, on évite. On ne suit pas l'exemple de l'auberge rustique. Et puis, je vous montre un exemple que vous pouvez suivre. Alors là, c'est toujours un exemple pris sur Airbnb. Vous voyez que là, du coup, on a un hébergement où c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus rangé. Alors, quand je vous dis rangé, hein, c'est pas, je vous demande pas quelque chose d'aseptisé, mais c'est un désordre organisé, en fait, que je vous demande. Et vous voyez que tout de suite, on a une impression de volume, on a une impression d'espace. Donc ça met plus en valeur l'hébergement sur ces photos-là. Petite question, là entre la photo de gauche et la photo de droite, à votre avis, quelle est la photo la mieux réussie? Est-ce que vous pouvez me donner votre ressenti? Je vois Madame Rousseau qui est en train de taper. J'ai pas encore votre message, Madame Rousseau. La 2? Alors, qu'est-ce que t'appelles la 2, toi, Xavier? Alors, pour toi, c'est la...
à droite. Et je vois que Camping Saint-Hubert me met la droite, Madame Rousseau me met la droite, Marc Billet aussi. Bon, c'est bien, c'est unanime. Effectivement, je vous rejoins, c'est la photo de droite. Là, la photo de droite, le photographe est venu se caler dans l'angle droit de la pièce, et donc ça donne une impression de profondeur, et on a encore plus l'impression que la pièce est grande. Donc là, en fait, le cadrage est bien meilleur sur cette photo-là. Donc ça nous emmène sur le 4e point à respecter, c'est le cadrage. Là, je vous ai mis 2 photos. Photo de gauche et photo de droite. Vous voyez que sur la photo de gauche, l'hébergement est en arrière-plan, on le voit moins bien. Par contre, ce qui est en premier plan, c'est cette eau noire là qui est pas hyper attrayante. On a l'empierrement rocheux qui est pas très très joli non plus. Donc cette photo-là, elle n'est pas réussie. Par contre, la photo de droite, là on voit l'hébergement en premier plan. On se rend compte que c'est un mobil-home. On se rend compte qu'il y a de la place pour sortir son salon de jardin et profiter de l'extérieur. On se rend compte qu'effectivement le logement il jouxte un plan d'eau, un étang où on va pouvoir pêcher. Il y a d'ailleurs un monsieur qui est en train de pêcher. Et puis voilà, bon, la météo déjà est un petit peu meilleure que sur la première photo. Et puis on se rend compte également qu'il y a tout un environnement vert, arboré autour. Donc voilà, ça met plus en valeur le logement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur tout ça. Ouais. Je vous montre un autre exemple de cadrage. Là, on est dans une cuisine. Et vous voyez que là encore, la photo de droite est plus réussie. Là encore, le photographe s'est calé dans l'angle droit, ce qui donne beaucoup plus de profondeur. On a l'impression que la cuisine est bien plus grande. Et puis, on retrouve les règles que je vous ai énoncées au début. C'est-à-dire qu'au niveau de l'éclairage, vous voyez que l'éclairage est quand même plus réussi sur la photo de droite. Je vous parlais de rangée. Ben là, vous voyez que le logement est plus rangé sur la photo de droite. On n'a pas la petite chiffonnette là, rouge qui traîne sur le bord de l'évier. On n'a pas le faitout qui traîne sur l'évier. Et tout de suite, voilà, la cuisine paraît beaucoup plus sympa. Donc voilà, important de cadrer vos photos également. On arrive au 5e point. Là, je vous ai mis varier les angles. Pourquoi je vous ai mis varier les angles? Parce que là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte sur la présentation, on a 2 photos qui ont été légèrement prises différemment, mais on a l'impression que c'est la même photo. Quel intérêt d'aller mettre des photos qui sont quasi semblables? Et encore là, je vous en ai sélectionné 2. Hein. Sur le site internet, il y en avait bien plus, il y en avait pas loin d'une dizaine de photos qui étaient toutes les unes pareil aux autres. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc pensez à varier les angles. Et puis faites également la part belle aux éléments de détail. Si vous avez des éléments qui sont importants, je pense à la maison du Marais, quand on y va, ça peut être intéressant de prendre en photo les embarcations, les pagaies, les gilets de sauvetage qui sont plutôt sympas. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être mis en avant sur les photos. Pareil dans les locations, si vous avez des petits éléments de décor qui sont sympas, c'est pareil, mettez-les en avant pour que ça valorise votre hébergement. Alors, je vous montre quelques exemples du territoire qui sont plutôt réussis. Là, je vous ai sélectionné l'Abricotier. C'est un hébergement, un gîte qui est situé à Avrier. Et donc là, vous voyez que Monsieur Béranger m'a pris en photo son salon et puis il m'a pris quelques éléments de détail. On a la petite table basse qui est plutôt sympa avec l'enceinte Marshall. On a la petite carte de visite avec le photophore derrière. Alors le fait que vous mettiez des photos comme ça vient rythmer votre annonce. On n'a pas que des pièces. On a quelques petits éléments de détail et ça donne du rythme à votre annonce. Et puis de 2, là on se rend compte qu'effectivement Monsieur Béranger, voilà, il a une location avec une décoration qui est plutôt sympa, plutôt soignée. Donc ça le valorise. Donc ça c'est un exemple à suivre. Autre exemple, là on est au Vintage Trailer. Ce sont des chambres d'hôtes insolites à Talmont-Saint-Hilaire. Donc en fait les gens logent dans des caravanes américaines, caravanes des années 50.
Les gens qui viennent ici viennent vraiment pour le côté authentique, le côté immersif, pour retrouver l'ambiance des années 50 des États-Unis. Et donc là, l'atout majeur de cette caravane, c'est sa gazinière. Donc là, vous voyez qu'ils ont pris en photo la gazinière avec la bouilloire ancienne, et puis ils ont pris également en photo les petits boutons chromés qui sont assez sympas sur cette gazinière. Ça, c'est sympa de le mettre en avant. Et autre élément, oui, et on en parlait tout à l'heure, donc ça c'est la Maison du Marais, c'est un reportage qui avait été fait par Sophie, je crois, ma collègue. On est allé visiter, en fait, Xavier et Benjamin avaient eu la gentillesse de nous accueillir pour nous faire découvrir la Maison du Marais, moi et mes collègues, et donc on en a profité pour faire un reportage photo. Et donc voilà, Sophie a pris en photo les gilets de sauvetage parce qu'ils sont bleus et jaunes et que c'est assez flashy, ça ressort bien. Sophie avait pris en photo Benjamin en train de nous donner des explications. Donc voilà, en voyant cette photo, on sait qu'on va avoir une visite guidée, qu'on va avoir des explications sur la faune et la flore du parc. Et puis dernière photo sur la droite, là c'est un plan élargi, donc on se rend compte de l'environnement dans lequel on va faire notre balade en barque. Donc ça c'est plutôt réussi. C'est des photos que vous utilisez, vous, Xavier, de votre côté? Vous avez lu? Non, pas Ça c'est ligne, sur les visuels, ce soit vidéo, photo, ouais. On est en train d'essayer de progresser quand même, on est très en retard il y a quelques années. Ouais. Bon, alors là, maintenant, c'est vrai que vous êtes équipé pour. J'ai vu que vous aviez du matériel. Il y a du bon matériel, on a un drone qui permet de faire des vidéos et des photos en hauteur. C'est vrai que c'est un plus. Ouais, je veux bien croire. Donc voilà ces trois exemples à suivre pour rythmer vos annonces et puis mettre en valeur certains éléments. Alors, on arrive au 6e point, humaniser vos photos. Donc là, c'est un hébergement qui n'est pas chez nous, là, le camping de la Grillon Bleu, je ne me souviens plus dans quelle région je l'ai pris. Vous voyez qu'ils nous présentent leur espace aquatique et puis leur bar où il y a un billard et puis un baby. Mais c'est vrai que là, du coup, il n'y a personne. C'est no man's land. Moi, perso, ça me donne en aucun cas envie d'aller me baigner ou d'aller boire un verre au bar. Alors peut-être qu'ils ont fait ça en mode Covid, en disant il n'y a personne, venez chez nous, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça ne me donne pas envie. Donc essayez d'humaniser vos photos. Là, du coup, c'est vrai que ça aurait été plus sympa d'avoir des personnes dans la piscine, d'avoir des personnes dans le bar en train de faire une partie de billard. Là, du coup, voilà, ça donne un côté un petit peu plus convivial. Donc je vous montre des exemples du territoire qui sont plutôt réussis. Donc ça, on évite, bien évidemment. Et voilà, là c'est l'exemple du camping des dinosaures à Talmont-Saint-Hilaire. Céline, la gérante, a fait appel à ses enfants, Garance et Gaspard. C'est eux qui posent là dans l'aire de jeu, c'est eux qui posent également dans l'espace aquatique. Et vous voyez que tout de suite, ça donne un côté plus jeune, plus dynamique. Et autre exemple que je vous ai sélectionné, là c'est la société Entre Terre et Mer qui propose des balades en canoë et en paddle sur l'estuaire du Perret. Vous voyez qu'on voit Océane en situation sur son paddle. Alors en plus Océane a un physique qui est plutôt avantageux, donc c'est plutôt sympa. Et puis deuxième photo, on voit Océane avec un de ses animateurs là en train de faire les imbéciles, donc on se dit que voilà, l'ambiance doit être plutôt sympa. Et puis enfin, dernière photo, c'est une photo qui a été prise par drone, vue aérienne de l'estuaire, donc on se rend compte de l'environnement dans lequel on va évoluer pendant la balade. Donc ça, c'est un bon exemple à suivre. C'est OK pour vous, ça? Ouais, parfait. Alors, oui, hein, que j'aille pas trop vite. Donc là, je vous ai donné 6 règles à respecter. Donc déjà, vous avez pas mal de choses à mettre en place. Si vous mettez ces 6 règles en place, je suis persuadée que vous allez réussir à faire des photos qualitatives, mais elles seront malgré tout peut-être pas parfaites.
Je tiens à vous rassurer, les photos parfaites, c'est difficile d'en faire. Même les photographes professionnels ne font pas des photos parfaites, ils trichent un peu. En fait, ils trichent avec les logiciels de post-traitement, les logiciels de retouche photo. Donc là, je vous ai mis en exemple Angelina Jolie. Vous voyez que la photo de gauche, c'est photo non retouchée, photo de droite, photo retouchée. On voit que le grain de peau est bien plus lisse sur la photo de droite, on voit que la bouche ressort davantage, le contour des yeux également. Bref, Angelina Jolie, elle est quand même plus jolie sur la photo de droite. Juste vous dire que voilà, la retouche photo, c'est pas réservé aux photographes, c'est pas réservé à Angelina Jolie et aux mannequins, et vous aussi, vous pouvez les utiliser pour tricher un petit peu. Donc là, je vous ai mis des logiciels que vous pouvez utiliser de votre côté pour retravailler vos photos. Alors, je vous ai mis GIMP, qui est un logiciel professionnel, qui est un logiciel payant, mais il y a également des logiciels type Pixlr ou Paint.net. Là, ce sont des logiciels accessibles en ligne et qui sont gratuits. Moi, pour ma part, j'utilise Paint.net pour effectivement travailler sur les contrastes, sur les lumières. Et puis, ces logiciels-là vont vous permettre également de redimensionner et alléger vos photos. Sachez que moi, au mois de novembre-décembre, c'est une grosse partie de mon boulot. Je reprends toutes vos photos et puis je les redimensionne et j'allège le poids de vos photos de façon à ce qu'elles s'affichent de manière optimale sur le site de l'Office de tourisme. Si on ne fait pas ce travail-là, là du coup, vos photos vont s'afficher, mais vous savez, petit bout par petit bout. Il n'y a rien de plus désagréable. Moi qui suis pas patiente, moi quand je vais sur un site et que ça ne s'affiche pas directement, ça me fatigue et je m'en vais tout de suite. Donc voilà, il y a nécessité à retravailler le poids de vos photos et vous pouvez le faire par ces logiciels-là. Allez, on arrive à la fin, je vais bientôt vous libérer. 8e règle, c'est inspirez-vous. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de la photo, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller vous connecter à des sites type Pinterest ou Instagram, des sites où vous allez avoir de très jolies photos. Si vous allez sur Instagram, vous verrez, c'est classé par thématique. Vous êtes restaurateur, vous êtes site de visite, vous êtes hébergeur, vous allez pouvoir retrouver des photos qui correspondent à votre domaine d'activité et voir comment les photos sont prises et pouvoir vous en inspirer. Donc vraiment, je vous invite à aller voir ces sites-là. Et puis, toujours dans l'idée de s'inspirer, c'est vrai qu'on peut être tenté par moment, quand on va sur Google, vous savez, vous avez tout un tas de photos qui s'affichent et on peut être tenté de prendre ces photos-là. Sachez que les photos qui sont sur Google ne sont pas des photos libres de droit, ce n'est pas des photos que vous êtes en droit d'utiliser. Ces photos-là, elles ont un auteur et donc vous ne pouvez pas utiliser les photos sans l'accord de l'auteur et sans préciser le crédit photo. Donc ça, c'est vraiment à bannir. Hein. Je vous invite à faire comme, voilà, moi je vous dis comme Scooby-Doo, non, on n'utilise pas les photos de Google. Par contre, ce que vous pouvez utiliser, c'est les photos libres de droit qu'on trouve sur des sites type Pixabay, Pexel ou FreePic. Là, c'est des photos banque d'images. Donc ça peut vous dépanner. C'est des photos qui vont être gratuites. La seule obligation que vous avez, c'est de mentionner le crédit photo et ça peut vous dépanner. Tout à l'heure, je parlais des restaurateurs ou des chambres d'hôtes. Vous n'avez pas eu le temps de prendre en photo votre salle de petit déjeuner avec des clients, sur des sites comme Pixabay ou FreePic, vous avez possibilité de récupérer des photos de bonne qualité. Alors après, je précise malgré tout, parce que c'est vrai qu'on peut être tenté de faire un site internet, de faire une annonce qu'avec de la photo banque d'images. C'est une fausse bonne idée, hein. Allez pas me faire un site internet qu'avec de la banque d'images parce que ça se voit que c'est de la banque d'images. Donc ça peut vous dépanner, on peut en utiliser 2-3, mais ne me faites pas un site en entier avec ça, en tout cas. Eh bien, je pense qu'on arrive au bout. Voilà, effectivement, on récapitule. Donc, pour les photos, pensez bien au message que vous voulez faire passer au travers de vos photos. Travaillez la lumière, vous voyez faites attention à la météo, pensez à ouvrir les volets, tricher avec la lumière artificielle. Pensez à ranger, mettre en scène et désencombrer l'espace. Le cadrage des photos, c'est hyper important, on l'a vu ensemble. Varier les angles,
Humanisez vos photos. Voilà, si vous pouvez essayer d'avoir des modèles, demandez à vos amis, à votre famille de poser pour une séance photo. Retravaillez vos photos en post-traitement. Vous avez vu que voilà, c'est pas réservé uniquement aux photographes. Et puis enfin, allez vous inspirer là sur les sites que je vous ai cités, Instagram et Pinterest. Voilà, on arrive au bout. Vous êtes presque libérés, délivrés. Je pense qu'on est dans les délais. Je vous avais annoncé 1h15 de réunion. Il est 11h16, donc on est pile poil à temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté? Non, du tout. Bon, alors je vous indique juste que ce que je viens de vous présenter, donc le support PowerPoint, je vais vous le mettre sur l'espace pro lundi. Je vais également télécharger la vidéo sur l'espace pro lundi. Je précise également que j'ai modifié le code d'accès à l'espace pro, nouvelle année, nouveau code. Donc là, vous pouvez le noter, le code c'est DVGL en majuscule, espace pro en minuscule 2021. Donc pour y accéder, il faudra taper ce code-là. Voilà. Et puis ben, je vais terminer la réunion s'il n'y a pas de questions. Après, n'hésitez pas à rallumer votre micro. Mais je pense qu'il n'y a que Xavier pour lequel ça fonctionne. Il n'y a que toi. Ouais. Entendu que moi, pas de bruit. Non, je te remercie. Heureusement que ça a fonctionné pour toi. Bon, ben, écoutez, voilà, à votre disposition, si toutefois vous aviez des questions suite à cette présentation, je peux prendre quelques minutes là en fin de réunion pour converser avec vous, ou autrement, ben, je suis disponible à partir de lundi au bureau. Et puis voilà, je vous invite vraiment à vous connecter à l'espace pro pour revoir ça à tête reposée. Et puis bah, écoutez, je fais communiquer, je vous dis à bientôt pour une prochaine réunion d'information, je l'espère. C'est bon pour vous? Je me déconnecte. Bon samedi à tout le monde. J'ai rempli le papier pour ton petit gars, il est parti à la signature. Super, je te remercie Xavier.